Mon nom est Aurélie Dubois, et j'ai 34 ans. Si vous étiez entré dans ma vie un samedi matin ordinaire, il y a quelques semaines, vous auriez probablement pensé que j'avais tout compris. Mes factures se payaient pratiquement toutes seules. Mon calendrier était codé par couleur. Je possédais plus de surligneurs que de maquillage. Mon idée de rébellion était de boire du café après 16 heures. J'avais l'habitude de penser que ce genre de vie signifiait que j'étais en sécurité, presque intouchable. Comme si je suivais toutes les règles, la vie signerait un contrat promettant de ne pas me prendre au dépourvu. Puis mon petit ami m'a envoyé un message, « Je ne t'aime plus. Considère ceci comme un adieu. » Exactement 2 minutes avant le début de ma cérémonie de remise des diplômes. Le fait est que ce n'était pas ma première remise de diplôme. 5 ans plus tôt, quand j'avais 29 ans, j'étais retourné à l'université pour mon MBA. C'est là que j'ai rencontré Laurent. J'étais celle avec les notes codées par couleur et les clés USB de sauvegarde. Il était celui qui pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et se faire 5 nouveaux amis avant de trouver une chaise. Il faisait son master en communication. Il plaisantait en disant que je parlais tableur et lui parlait gens. D'une manière ou d'une autre, ça marchait. Nous avons commencé à sortir ensemble dès le premier semestre. Après l'obtention de nos diplômes, nous avons emménagé ensemble. Nous avons bâti ce que je pensais être une vie d'adulte solide, abonnement commun à Carrefour, amis mutuels, le même profil Netflix depuis si longtemps que l'algorithme croyait sincèrement que nous étions une seule et même personne. La dernière année a tout changé. J'ai décidé de réorienter ma carrière et de suivre un autre programme, une certification spécialisée en analyse de données. C'était intense. Des journées de 12 heures partagées entre les cours, les projets et les longues nuits de débogage de code jusqu'à ce que les lignes se brouillent. Des groupes d'études le week-end qui dévoraient mes samedis, des pauses du dimanche qui n'étaient en fait que du temps pour les révisions de mon projet de fin d'études. Laurent a dit qu'il me soutenait. Il racontait à tout le monde à quel point il était fier de moi. Mais dans notre appartement, dans le calme, son soutien se manifestait de travers. Tu es toujours occupé. Tu n'as plus jamais de temps pour nous. Tout tourne autour de ton ordinateur portable. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire. Le programme était conçu pour être immersif. C'était le but. 18 mois de noyade pour pouvoir respirer plus facilement pendant les 20 prochaines années. J'ai essayé d'équilibrer tout, mais l'équilibre est un joli mot pour une chose qui n'existe pas vraiment. Quelque chose tombe toujours. La plupart du temps, c'était moi. Le projet de fin d'études était le pire. 3 mois consécutifs à construire un pipeline de données qui semblait personnellement offensé par mon existence. J'étais épuisé, nerveuse à cause du café, et je m'accrochais à l'idée d'obtenir mon diplôme comme à une bouée de sauvetage. La remise des diplômes était prévue le samedi 18 mai à 14 heures. J'avais tellement encerclé cette date sur mon calendrier que le papier s'était aminci. C'était mon 2e diplôme, une réorientation de carrière, la preuve que les nuits tardives et les événements sociaux manqués signifiaient quelque chose. J'avais invité Laurent des semaines à l'avance. Il avait promis qu'il serait là. Mes parents venaient en avion. Mon frère arrivait en voiture. Pour moi, c'était énorme. Pour nous, c'était censé être une étape importante. Le vendredi soir, l'air de notre appartement était lourd. J'étais assise à la table de la cuisine, relisant mes notes de discours car, bien sûr, j'avais été choisi pour parler au nom de ma cohorte, tandis que Laurent était allongé sur le canapé, faisant défiler sur son téléphone. « As-tu choisi ce que tu vas porter demain ?» demandai-je, à moitié taquine, à moitié vérifiant. J'ai l'impression que mon petit ami depuis 5 ans ne devrait pas se présenter en sweat à capuche. Je n'ai pas encore décidé, dit-il sans lever les yeux. C'est demain, lui rappelai-je, essayant de garder ma voix légère. Je me demandais juste. Je sais quand c'est. Les mots étaient plats, ternes sur les bords. Il ne dit rien d'autre. Vers 22 heures, il annonça qu'il était fatigué et alla se coucher sans même un baiser sur le front. Je restais à la table, lisant mon discours à voix haute devant un public de tasses à café sale. Je me suis dit qu'il était juste stressé, que nous étions tous les deux fatigués, que les relations n'étaient pas censées être jugées sur une nuit étrange avant la remise des diplômes. Samedi matin, je me suis réveillé à 7 heures. La remise des diplômes n'était pas avant 14 heures, mais je devais être sur le campus de la Sorbonne à midi pour l'alignement et les vérifications finales. J'ai pris une douche, enfilé le costume marine que j'avais acheté spécifiquement pour ce jour, et préparé du café.
Le genre de matin où l'adrénaline fait la majeure partie du travail pour vous. Laurent dormait encore quand je suis sorti de la salle de bain, les cheveux humides, mon blazer drapé sur le dossier d'une chaise. Il a émergé vers 9h30 dans le même t-shirt qu'il avait jeté par terre la veille. Tu es levé tôt, dit-il. Grand jour, tu te souviens. J'ai essayé de sourire. Oui. Ton truc. Ma remise de diplôme, dis-je un peu plus sèchement que je ne le voulais. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Quelque chose dans son ton m'a irrité, mais je l'ai ravalé. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui devait être une question d'accomplissement, de soulagement et de ma mère pleurant au deuxième rang. J'ai préparé le petit déjeuner, œufs brouillés, toast, fruits. Il mangea en silence, les pouces défilant, le visage éclairé par un écran qui, apparemment, avait plus à lui dire que moi. J'ai essayé. J'ai demandé comment s'était passée sa semaine, s'il avait parlé à sa mère récemment, s'il voulait dîner avec ma famille après la cérémonie. Peut-être. Oui, on verra. Des réponses monosyllabiques. Des haussements d'épaules. Une relation en mode avion. Je dois partir vers 11h30, lui rappelai-je en rinçant la vaisselle. Tu devrais probablement commencer à te préparer bientôt. Oui, d'accord. À 11h15, il était toujours en pyjama, les cheveux ébouriffés. Aucun effort ne suggérait qu'il prévoyait de célébrer le point culminant de 18 mois brutaux et obsessionnels de ma vie. Et, nous devons partir dans 15 minutes, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Je sais que tu n'es pas habillé. Je suis au courant. Tu viens? J'hésitais. Tu viens? Pour la première fois ce matin-là, il m'a vraiment regardé. Pas le costume que j'avais repassé, ni les notes que j'avais écrites, ni la personne qui avait passé des mois à vivre dans un brouillard d'épuisement pour que nous puissions avoir un meilleur avenir. Juste moi. Je ne sais pas, dit-il. As-tu vraiment besoin de moi là-bas? Cela m'a frappé en pleine poitrine. C'est ma remise de diplôme, dis-je. Bien sûr que j'ai besoin de toi là-bas. Tu as tes parents, ton frère. Tu iras bien. Ce n'est pas la question. Tu es mon petit ami. C'est important pour moi. Il ricana. Tout est important pour toi dernièrement, tes cours, tes projets, ta carrière. Qu'en est-il de ce qui est important pour moi? C'était là, la phrase qu'il construisait depuis des mois. Ce n'est pas le moment pour cette conversation, dis-je en regardant l'horloge. Je dois partir dans 10 minutes. Alors pars. Mon cœur battait dans mes oreilles. Tu fais ça sérieusement en ce moment? Je ne fais rien, dit-il. C'est toi qui pars. J'ai attrapé mes clés, mon téléphone, le dossier avec mes notes de discours. Je lui ai jeté un dernier regard, debout dans son vieux t-shirt, les bras croisés, le visage figé dans cette expression vide et têtue que j'avais autrefois trouvée charmante. Je dois y aller, dis-je doucement. S'il te plaît, sois juste là. On verra. Je suis parti. Le trajet vers le campus de la Sorbonne ressemblait à un tunnel. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil à mon téléphone sur le siège passager, espérant qu'il s'allume avec un message de lui disant qu'il était en route, qu'il était désolé, qu'il rencontrerait ma famille dans le hall. Rien. Je suis arrivé à 11h45, me suis enregistré, j'ai récupéré ma toge et ma toque, j'ai trouvé ma place dans l'alignement. Tout le monde autour de moi bourdonnait d'excitation. Photo, câlin, on a réussi, et je n'arrive pas à croire que c'est fini. J'ai souri, hoché la tête, ri au bon moment. À l'intérieur, quelque chose se défaisait tranquillement, fil par fil. À 13h58, 2 minutes avant le début prévu de la cérémonie, mon téléphone vibra dans ma main. Notification, Laurent. Je jure que le temps ralentit comme si mon cerveau savait avant mes yeux que c'était le moment où tout allait changer. J'ouvris le message. Je ne t'aime plus. Considère ceci comme un adieu. Je le lus une fois, puis encore, et encore. La musique de la procession commença quelque part au loin. Les premières notes d'un accomplissement sur lequel j'avais bâti toute mon année. Un coordinateur marcha le long de la ligne, vérifiant nos positions, nous rappelant quand avancer. Mon téléphone vibra à nouveau. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je ressens ça depuis des mois. Je ne peux plus faire semblant. Tu vas bien, demanda quelqu'un derrière moi. J'hochai la tête, les lèvres pressées si fort qu'elles me faisaient mal. J'avais 90 secondes pour prendre une décision. Je pouvais l'appeler.
Je pouvais mendier une explication. Je pouvais demander si c'était une blague, un test, une tentative cruelle d'attirer l'attention. Je pouvais le laisser faire exploser la journée entière. Ou je pouvais faire quelque chose que je n'avais jamais fait en 5 ans avec lui. Je pouvais me choisir. Mes pouces bougèrent avant que mon cerveau n'ait fini de voter. Compris. Un mot. Pas de question. Pas de marchandage. Pas de « pouvons-nous en parler » ou « s'il te plaît, ne fais pas ça aujourd'hui ». Je coupais le son de mon téléphone, le glissais dans ma poche. Quand la ligne s'avança, je marchais. La cérémonie est un flou dans ma mémoire maintenant, comme si quelqu'un l'avait accéléré et n'en avait gardé que les moments forts. J'ai entendu mon nom appelé, j'ai traversé la scène, j'ai serré des mains, j'ai accepté mon diplôme, j'ai souri pour la caméra, j'ai prononcé mon discours au nom de notre cohorte. Chaque phrase que j'avais répétée pendant des semaines s'échappait de moi en pilote automatique. Les gens se sont levés. Ils ont applaudi. Quelques-uns de mes camarades de classe ont pleuré. À l'intérieur, je ne ressentais rien. Juste ce calme étrange et creux, comme si j'avais été vidé et qu'il ne restait qu'un contour de moi-même. Après la cérémonie, mes parents m'ont trouvé les premiers. Le visage de ma mère était couvert de taches à force de pleurer. Mon père m'a serré si fort que ma toque a failli tomber. Mon frère m'a tapé dans le dos et a fait une blague sur mon addiction aux frais de scolarité. « Tu as été incroyable » a dit ma mère. « Où est Laurent ? Je veux une photo de vous tous ensemble. » Il n'a pas pu venir, ai-je dit. « Oh, non. »« Tout va bien » a-t-elle demandé, la première pointe d'inquiétude tirant sur ses mots. « Oui, tout va bien. » Il a juste. Quelque chose est arrivé. Ce n'était pas un bon mensonge, mais c'était le seul que je pouvais gérer sans m'effondrer. Elle a étudié mon visage un instant, comme si elle pouvait voir la fissure le traverser. « Tu as l'air bizarre » a-t-elle dit doucement. « Je suis juste fatigué » ai-je répondu. Longue journée. Le dîner eut lieu dans un restaurant italien du centre de Paris. Je ne me souviens plus de ce que j'ai commandé. Je me souviens d'avoir hoché la tête, ri au bon moment, regardé ma famille me célébrer. Mon père parlait des perspectives d'emploi. Ma mère racontait mon premier jour de maternelle comme si c'était hier. Mon frère se moquait de moi parce que je codais par couleur mes boîtes de céréales quand nous étions enfants. Ils étaient tous si fiers. Cela rendait ce qui s'était passé encore plus surréaliste, comme si je vivais 2 lignes temporelles à la fois. L'une où j'étais une femme réussie et accomplie avec 2 diplômes, et l'autre où j'avais été jeté comme un vieux sweatshirt via un message texte. Quand je suis rentré à l'appartement vers 20h, le ciel était violet et les lumières du parking s'étaient allumées. La voiture de Laurent était partie. À l'intérieur, la plupart de ses affaires étaient toujours là, mais pas toutes, son ordinateur portable, sa veste préférée, son chargeur de téléphone, quelques paires de chaussures, les essentiels que l'on prend quand on a déjà décidé de ne pas revenir. Il ne m'avait pas seulement quitté. Il avait planifié son départ. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant une longue minute, les clés toujours à la main, essayant de ressentir quelque chose d'assez grand pour correspondre à ce qui s'était passé. Rien n'est venu. J'ai posé mon sac, enlevé mes talons, accroché ma veste de costume au dossier d'une chaise. Puis j'ai sorti mon téléphone. Bloqué, bloqué, bloqué. Son numéro, son Instagram, son Facebook, Twitter, toutes les plateformes où son visage était apparu avec une notification qui me faisait autrefois vibrer la poitrine. Puis j'ai ouvert le dossier photos partagées, 247 photos, voyage à la plage, anniversaire, mardi soirs aléatoires avec des plats à emporter, le selfie que nous avions pris à la bibliothèque de la Sorbonne la première fois que nous avions étudié ensemble, la photo de lui faisant semblant de dormir sur le canapé avec un livre ouvert sur la poitrine. Allée de supermarché, coucher de soleil sur le parking. Une par une, elles ont disparu. Supprimer l'album, parti. J'ai parcouru l'appartement comme si je faisais un inventaire. Vêtements, articles de toilette, ce vilain coussin décoratif qu'il aimait et dont je disais toujours qu'il semblait appartenir à une salle d'attente de dentiste. J'ai mis tout ce qui était clairement à lui dans des cartons et je les ai empilés soigneusement dans la pièce de rechange, étiquetés, organisés, faits. Quand il n'y avait plus rien à trier, je me suis allongé sur le lit que nous avions partagé et j'ai fixé le plafond. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas repassé chaque conversation que nous avions eue, cherchant des indices. J'ai pensé à l'horodatage de son message. 18 mai, 13h58.
2 minutes avant que mon nom ne soit appelé. Il n'a même pas pu attendre après. Ne pouvait pas me donner une heure, un jour, une conversation. 5 ans se sont terminés par un message texte chronométré pour un impact maximal. Il pensait que considère ceci comme un adieu me briserait. Au lieu de cela, j'ai réalisé que c'était la première limite qu'on m'ait jamais offerte que je n'ai pas essayé de négocier. Je l'ai considérée. Et au fond de moi, même à travers l'engourdissement, je savais que j'étais d'accord. Dimanche matin, je me suis réveillé et pendant une seconde, j'ai oublié. Il y a eu ce moment de semi-conscience où le monde est doux sur les bords et votre cerveau n'a pas encore téléchargé la dernière catastrophe. Je me suis étiré, me suis tourné sur le côté, et tendu la main instinctivement vers le poids d'un autre corps qui n'était pas là. Ma main a rencontré des draps froids dans un espace vide. Tout est revenu en une vague nauséabonde. J'ai fixé le plafond, j'ai attendu les larmes, la rage, l'humiliation. Rien. C'était comme si quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine, tout avait enlevé, et avait laissé de l'air creux derrière. Pas de chagrin, pas de soulagement, juste l'absence. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand je ne sais pas quoi faire d'autre. Je me suis levé. J'ai préparé du café. J'ai fait de l'exercice. J'ai préparé mes repas pour la semaine, alignant des récipients en verre comme de petits soldats dans le réfrigérateur. J'ai balayé les miettes dont personne ne se souciait sauf moi. J'ai réorganisé le porte-épices. La routine, la structure, le contrôle, toutes les choses qui ne m'avaient jamais quitté, contrairement à l'homme qui l'avait fait. Vers 14 heures, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. J'ai failli laisser le message sur la boîte vocale. Puis une partie têtue et curieuse de moi a décroché. Bonjour, Aurélie. C'est moi. Sa voix a touché un air que je ne savais pas encore exposer. Comment as-tu eu ce numéro, ai-je demandé, sachant déjà. J'ai emprunté le téléphone de mon ami, dit-il rapidement. Tu m'as bloqué. Oui, dis-je. Je l'ai fait. Nous devons parler. Non, dis-je, me surprenant moi-même par mon calme. Nous n'avons pas à le faire. Tu as dit ce que tu avais à dire hier. Je l'ai accepté. C'est fini. Tu ne peux pas juste me bloquer et agir comme si je n'existais pas, claqua-t-il. Je peux, en fait, répondis-je. Tu as mis fin aux choses. Je respecte ta décision. Je ne voulais pas dire que nous ne pouvions plus parler, dit-il. Je voulais dire. Qu'est-ce que tu pensais que considère ceci comme un adieu et signifiait, Laurent? Le silence crépita entre nous pendant une seconde. Je voulais dire que nous nous séparions, dit-il sur la défensive. Pas que tu me couperais complètement. C'est ça une rupture, dis-je. C'est fini. Plus de contact. Mais mes affaires sont toujours à l'appartement. Elles sont emballées, dis-je. Fais-moi savoir quand tu veux venir les chercher, et je m'assurerai de ne pas être là. C'est ridicule, claqua-t-il. Tu es puéril. Je suis clair, dis-je. Tu ne m'aimes plus. Tu as dit au revoir, alors au revoir. J'ai raccroché. Ma main trembla un peu en tapant sur l'écran pour bloquer ce numéro aussi. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était de l'adrénaline. Le genre que l'on ressent quand on traverse un fil de fer et qu'on réalise qu'on n'est pas tombé. Au cours des 24 heures suivantes, il a essayé d'appeler depuis 2 autres numéros. Je n'ai pas répondu. Bloqué. Bloqué. À chaque fois, c'était plus facile. Lundi matin, je suis allé au travail. C'était mon premier jour officiel dans le nouveau poste que j'avais obtenu grâce à ce diplôme, celui pour lequel il n'avait pas daigné me regarder le recevoir. Ma patronne m'a accueilli à mon bureau avec un sourire et une pile de documents d'intégration. Félicitations, Aurélie, dit-elle, à la fois pour la remise des diplômes et la promotion. L'équipe avait décoré mon écran avec une toque de diplômé en papier. Il y avait du gâteau dans la salle de pause. Les gens ont applaudi quand je suis entré. Ils m'ont posé des questions sur mon discours. Ils m'ont dit à quel point ils étaient fiers. C'était la célébration que j'aurais dû avoir avec la personne qui avait partagé mon lit pendant 5 ans. Au lieu de cela, j'ai eu quelque chose de mieux. Une pièce remplie de gens qui étaient là quand ils avaient dit qu'ils le seraient. Quand je suis rentré ce soir-là, il n'y avait pas de messages vocaux, mais une notification d'une application à laquelle je n'avais pas pensé depuis des années. Une ancienne plateforme de messagerie que nous avions utilisée le premier semestre de la fac avant de passer à 100 autres choses.
de Laurent. S'il te plaît, il faut qu'on parle. J'ai fait une erreur. Peut-on juste se parler en personne? Je fixai l'écran un instant, sentant cette vieille attirance familière. La partie de moi qui voulait comprendre, réparer, arranger. Puis je me suis souvenu de l'heure de son message de rupture, 13h58. Je me suis souvenu de la façon dont il s'était tenu dans la cuisine ce matin-là, les bras croisés, me demandant si j'avais vraiment besoin de lui. J'ai tapé lentement. Non. Ramasse tes affaires cette semaine ou je les donne. Sa réponse est venue rapidement. Tu es cruel. J'en ai fini, ai-je répondu. Il y a une différence. Puis je l'ai bloqué là aussi. Mercredi, il a intensifié ses actions. J'étais à mon bureau quand mon téléphone a vibré avec un message de ma voisine du dessous, Madame Fournier, une enseignante à la retraite qui connaissait les affaires de tout le monde et faisait semblant de ne pas les connaître. Il y a un homme qui attend devant votre immeuble, a-t-elle écrit. Il dit qu'il est votre petit ami. Il a l'air contrarié. Dois-je appeler quelqu'un? J'ai fixé le message une seconde, la mâchoire serrée. C'est mon ex, ai-je répondu. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Il partira finalement. Il l'a fait. Selon elle, il est resté pendant 3 heures, assis sur les marches, fixant la porte comme s'il pouvait me faire apparaître, vérifiant son téléphone, se levant chaque fois que quelqu'un passait, l'espoir brisant son visage, puis s'effondrant quand il réalisait que ce n'était pas moi. Une partie de moi a ressenti une petite et gênante pointe de douleur pour cette version de lui, celle qui semblait perdue et petite et qui ne ressemblait en rien à l'homme qui avait fait exploser ma remise de diplôme avec un message. La majeure partie de moi ne ressentait rien. Jeudi, cela s'est reproduit. À ce moment-là, j'avais commencé à modifier ma routine, à travailler tard, à aller à la salle de sport après, à flâner dans une librairie comme la librairie Gallimard, à m'attarder sur des titres que je n'avais pas l'intention d'acheter, à m'asseoir dans un café avec mon ordinateur portable longtemps après avoir fini ma boisson, juste pour que, lorsque je rentrais enfin chez moi, les marches soient vides. Cette nuit-là, je ne l'ai pas évité. Au lieu de cela, j'ai regardé depuis l'appartement d'une amie de l'autre côté de la rue. Elle a offert un verre de vin et un regard compatissant tandis que nous nous tenions derrière le rideau et regardions Laurent s'asseoir seul. Nous l'avons vu sortir quelque chose de sa poche, un morceau de papier plié peut-être, ou une photo, et le fixer longuement. « Tu vas bien ?» demanda mon ami doucement. « Je vais bien, dis-je. Je le pensais. Vendredi fut la première fois que je le croisai réellement. Ma dernière réunion s'est prolongée. Quand j'ai quitté le bureau, le soleil était bas et mon cerveau était grillé par trop de feuilles de calcul et pas assez d'oxygène. Je suis rentré chez moi, me suis garé à ma place habituelle, et jeté mon sac de sport sur mon épaule et me suis dirigé vers l'entrée de l'immeuble. Il était là, assis sur les marches, recroquevillé, les coudes sur les genoux. Il s'est levé dès qu'il m'a vu, comme s'il avait été enroulé tout ce temps, attendant de bondir. « Enfin, dit-il, j'essaie de te parler depuis des jours. Je n'ai pas accéléré. Je n'ai pas ralenti. J'ai juste marché vers la porte. Je n'ai rien à te dire, dis-je. S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. Tu as eu 5 ans, dis-je. Tu l'as jeté à la poubelle par SMS pendant ma remise de diplôme. Je ne te dois pas 5 minutes de plus. J'étais confus, dit-il, les mots se bousculant. J'étais submergé. Tu étais tellement occupé et je me sentais négligé et je n'ai pas bien géré ça. D'accord. C'est ton explication, demandai-je. Tu te sentais négligé, alors tu as décidé de détruire ma vie 2 minutes avant que je ne monte sur scène? Je ne pensais pas, protesta-t-il. J'étais blessé. Je pensais que tu te battrais pour nous. Cette phrase s'est logée dans ma poitrine comme une écharde. Voilà, dis-je doucement. Tu ne voulais pas rompre. Tu voulais une performance. Tu voulais que je te poursuive. Je voulais que tu montres que tu t'en souciais, rétorqua-t-il. Je pris une respiration, régulière et lente. J'ai passé 18 mois à montrer que je m'en souciais, dis-je. Je me souciais suffisamment de notre avenir pour m'épuiser. Tu te sentais négligé, et au lieu de me parler comme un adulte, tu as mis fin aux choses de la manière la plus cruelle que tu aies pu imaginer. Et maintenant que je t'ai pris au mot et que je suis passé à autre chose, soudain, tu veux rembobiner. Aurélie, s'il te plaît, dit-il, s'approchant. Sa voix se brisa. J'ai fait une erreur. Je ne veux pas te perdre. Je t'aime.
Je l'ai cru. C'était la pire partie. Je croyais qu'une partie de lui, debout sur les marches, m'aimait vraiment, ou du moins le confort de ma présence. Je croyais qu'il regrettait le message. Je croyais qu'il avait peur. Je croyais aussi autre chose. Que si je le laissais revenir, cela se reproduirait la prochaine fois que la vie deviendrait difficile. Tu sais ce qui est drôle, dis-je, je crois que tu ne le pensais pas quand tu l'as tapé. Pas entièrement, mais tu le pensais suffisamment pour l'envoyer. Tu le pensais suffisamment pour le chronométrer pour un maximum de dégâts. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Des larmes coulaient sur ses cils. De vraies larmes, pas le genre dramatique. J'étais avec lui depuis assez longtemps pour faire la différence. S'il te plaît, murmura-t-il. Je t'aime. Je t'aime. Et c'est là que j'ai prononcé la seule phrase qui a changé tout son visage. J'ai signé un bail pour un nouvel appartement, dis-je. Je déménage dans 2 semaines. Tes affaires seront ici jusque-là. Après cela, je me fiche de ce qu'il leur arrive. Le sang a quitté son visage. Tu déménages, répéta-t-il comme si le mot lui-même était une insulte. Oui. Où? Ce ne sont pas tes affaires. Nous vivons ensemble, dit-il, la voix plus aiguë. Tu ne peux pas juste déménager. Le bail est à mon nom, lui rappelai-je. J'ai donné mon préavis hier. Tu n'y figures pas, donc tu n'as pas ton mot à dire. Où suis-je censé vivre, demanda-t-il, la panique montant. Encore une fois, dis-je, ce n'est pas mon problème. Tu as mis fin à cela. Débrouille-toi. C'est insensé, dit-il. Tu jettes 5 ans. Non, répondis-je calmement. Tu as fait ça le 18 mai à 13h58. J'accepte juste la réalité. Sa bouche s'ouvrit et se ferma, cherchant quelque chose à dire qui rembobinerait le temps. Je passai devant lui, ouvris la porte de l'immeuble et entrai. Il essaya de me suivre, mais je fermai la porte avant qu'il ne puisse l'attraper. Sa paume frappa le verre avec un bruit sourd. À travers le mince métal et le verre, je pouvais l'entendre prononcer mon nom, frapper, supplier. Je montai les escaliers, ouvris mon appartement et refermai la porte derrière moi. Puis je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des jours. J'expirai. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Non pas parce que j'étais triste. La tristesse exige une douceur que je n'avais plus. Mais parce que mon esprit s'agitait comme un moteur qui ne pouvait s'arrêter. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Laurent sur ses marches, paniqué, comme s'il venait de réaliser que les conséquences étaient réelles. Au matin, quelque chose en moi se sentait apaisé. Non pas guéri, non pas entier, juste décidé. Ce sentiment m'a porté tout le week-end. Samedi, je me suis levé tôt, j'ai pris une pile de cartons et j'ai commencé à emballer avec une précision méthodique que je réservais normalement à la réorganisation de feuilles de calcul, actes de naissance, documents fiscaux, vêtements d'hiver, produits de première nécessité. J'ai tout trié en catégories nettes, gardé, donné, jeté, rangé. Chaque carton ressemblait à un petit acte de récupération de l'appartement et de moi-même, de l'ombre de ce que nous avions été. Il m'a envoyé un email ce matin-là. Je n'avais pas encore pensé à le bloquer là. L'objet n'était rien de dramatique, juste mon nom. À l'intérieur, il y avait un mur de texte, des excuses, des explications, un essai décousu sur le stress, l'insécurité, le fait d'être dépassé. Il écrivait qu'il voulait que je me batte pour lui, comment il pensait que mon occupation signifiait que je ne m'en souciais pas, comment il avait envoyé le message de rupture dans un moment de frustration. J'ai lu exactement 2 phrases. Puis j'ai fermé l'email. Puis j'ai répondu. Je t'ai écouté quand tu m'as dit que tu ne m'aimais pas. Je t'ai écouté quand tu as dit au revoir. J'honore ton choix. Arrête de me contacter. Puis je l'ai bloqué et j'ai configuré un filtre pour que tout ce qui venait de son adresse soit automatiquement supprimé. Disparu comme s'il n'avait jamais existé. Cet après-midi-là, il a laissé quelque chose devant ma porte. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée pour prendre un colis, j'ai trouvé un sac cadeau sur le paillasson. Lourd, rempli. À l'intérieur, il y avait des lettres, des photos imprimées, des notes manuscrites, des talons de billets de tous les concerts auxquels nous étions allés dans nos 20 ans, un album de scrapbooking avec la couverture étiquetée Borelli plus Laurent, notre histoire. Auparavant, cela m'aurait peut-être brisé. La version de moi d'il y a 6 mois se serait assise en tailleur sur le sol, feuilletant chaque page,
les larmes coulant sur les images glacées de nos visages souriants. Elle se serait accrochée à la nostalgie comme à une bouée de sauvetage, convaincue que l'amour signifiait se battre à travers la douleur pour sauver ce qui restait. Mais la femme qui se tenait là maintenant ne ressentait rien. Pas de colère, pas de désir, pas de regret, juste de la clarté. J'ai mis tout le sac, l'album de scrapbooking, les photos, les souvenirs, directement dans la goulotte à ordures de l'immeuble. Le bruit sourd qu'il a fait en tombant dans la poubelle métallique en dessous était étrangement satisfaisant. Plus tard ce jour-là, j'ai rédigé un email formel à mon propriétaire pour expliquer la situation. Il m'a appelé dans l'heure. Je m'attendais à de la bureaucratie ou à de l'indifférence. Au lieu de cela, il a semblé soulagé. « Oh mon Dieu, Laurent, dit-il. Oui, je l'ai vu rôder autour de l'immeuble. J'ai cru que quelque chose se passait. Écoutez, si vous voulez déménager plus tôt, je peux renoncer aux frais. » Sérieusement, ai-je demandé. Absolument. Et s'il se présente à nouveau et vous met mal à l'aise, je contacterai la police en votre nom. Je ne m'attendais pas à de l'empathie ou à un arrangement ou à la validation qui venait de quelqu'un reconnaissant que ce que je vivais n'était pas normal. J'ai accepté l'offre. Ma date de déménagement est passée de 2 semaines à 5 jours. J'ai programmé les déménageurs pour vendredi, réservé une location à court terme de l'autre côté de Paris, plus petite que mon appartement actuel, mais plus sûre. Anonyme. Le mien. Dimanche arriva avec une tempête. Une véritable tempête. Du vent, de la pluie, du tonnerre, claquant comme des os. Je suis resté à l'intérieur à emballer le reste de mes affaires. Je n'ai pas mis de musique, pas allumé la télé, juste scotché des cartons, l'un après l'autre, chacun scellant un nouveau chapitre. Vers midi, quelqu'un a frappé à ma porte. Je n'ai pas bougé. Ils ont frappé encore et encore. Aurélie, a appelé une voix, Aurélie, c'est moi. Je suis restée silencieuse, fixant le mur. Je ne lui donnais pas la satisfaction de m'entendre bouger. Aurélie, s'il te plaît, ouvre la porte, dit-il, la voix tremblante. Il faut qu'on parle. Tu ne peux pas faire ça. Les coups devinrent plus forts, puis plus lents, puis plus doux. Finalement, ça s'est arrêté. Mon téléphone a vibré. Je n'ai pas regardé, je m'en fichais. Lundi matin, je suis allé au bureau de location pour déposer un formulaire. Quand je suis revenu, un autre sac était devant ma porte. Celui-ci était trempé par la pluie, son contenu agglutiné. Une autre tentative de sentimentalité, détruite par l'eau et les intempéries. Je l'ai jeté sans l'ouvrir. Mardi, il a de nouveau intensifié ses actions. Cette fois, il a amené des renforts. Je les ai entendus avant de les voir. Des voix étouffées dans le couloir, l'une ferme et maternelle, l'autre effrayée et familière. Aurélie a appelé sa mère. « Chérie, peut-on te parler ?» J'ai figé sur le canapé, le cœur battant mais le corps immobile. « Ma chérie, a-t-elle dit doucement. C'est la mère de Laurent. On veut juste s'assurer que tu vas bien. Peux-tu ouvrir la porte ? Laurent a frappé ensuite. Aurélie, s'il te plaît. Je t'en supplie. Juste 5 minutes. Je n'ai pas bougé. Peut-être qu'elle n'est pas là, a murmuré sa mère. Elle est là, a chuchoté Laurent. Ses chaussures sont près de la porte. Je sais qu'elle est là. J'ai serré la mâchoire. Sa mère a réessayé, la voix tendue par cette compassion fatiguée que je prenais autrefois pour de la gentillesse. S'il te plaît, chérie, vous pouvez en parler. 5 ans, c'est long. Il souffre. Il souffre. Ce mot a frappé quelque chose de froid en moi. Il souffrait maintenant. Mais moi ? Où était cette empathie quand il se tenait dans notre cuisine, les bras croisés, rejetant mes réalisations ? Où était cette préoccupation quand il a appuyé sur renvoyer à 13h58, brisant 5 ans avec une phrase ? Je n'ai pas répondu. Après 15 minutes, j'ai entendu sa mère soupirer. Il n'est pas à la maison, a-t-elle dit. Allons-y. Leurs pas ont reculé dans le couloir. Quand l'ascenseur a sonné, je me suis autorisé à respirer à nouveau. Mercredi, il ne me restait plus qu'1 jour dans l'appartement. Les déménageurs arrivaient le lendemain matin à 8 heures. Mes affaires étaient soigneusement empilées et étiquetées. Les clés de mon nouvel appartement étaient sur le comptoir. Je me sentais comme un fantôme errant dans les vestiges d'une vie que je ne revendiquais plus. Cette nuit-là,
un autre coup à la porte. Je l'ai ignoré. Jeudi matin, j'ai ouvert la porte et j'ai trouvé une dernière tentative de sa part. Un carton avec un ruban maladroitement collé dessus. Pas de mots cette fois. Pas d'explication, juste le silence. Je ne l'ai pas ouvert. Je ne l'ai pas ramené à l'intérieur. Je l'ai porté directement à la goulotte à ordures et j'ai laissé la gravité prendre la décision pour moi. Vendredi arriva tranquillement. Les déménageurs vinrent tôt, travaillèrent vite, et à 11 heures, l'appartement était vide. Leurs pas résonnaient sur le sol nu. L'endroit paraissait plus petit sans rien, dépouillé de toutes les années accumulées, de toutes les routines partagées, de toutes les illusions que j'avais prises pour de la sécurité. J'ai laissé les clés au propriétaire, suis parti sans me retourner, et ai traversé la ville jusqu'à mon nouveau logement. Avant d'éteindre mon ancien téléphone, celui que Laurent connaissait encore, je lui ai envoyé un dernier message depuis un numéro qu'il ne reconnaîtrait pas. Vos affaires sont dans le box de rangement 247 au garde-meuble rue des Fleurs, code 4832, payé jusqu'à la fin du mois. Après cela, c'est votre responsabilité. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. J'ai jeté la carte SIM dans un tiroir et je suis entré dans le calme de mon nouvel appartement. Pour la première fois depuis des jours, des semaines, peut-être des mois, j'ai ressenti la paix. La première nuit dans mon nouvel appartement fut étrange d'une manière inattendue. Non pas solitaire, non pas triste, juste calme. Un genre de calme que j'avais oublié possible. Pas de chaussures près de la porte qui n'étaient pas les miennes. Pas de boisson protéinée à moitié bue sur le comptoir. Pas de bruit de fond de la routine de quelqu'un d'autre tirant sur la mienne. Le silence était comme un bain chaud. Dérangeant au début, puis apaisant, puis nécessaire. J'ai déballé lentement, carton par carton. Mes affaires, mes choix, mon placement. Pas de compromis. Je n'ai pas regardé mon téléphone une seule fois. Aucune partie de moi ne se demandait si Laurent avait essayé d'appeler ou d'envoyer un message ou de se présenter à l'ancien appartement. Ce n'était plus ma préoccupation. Je lui avais donné les seules informations auxquelles il avait droit, un numéro de box de rangement et une date limite. Tout le reste, mon adresse, mes routines, ma paix, ne lui était plus accessible. J'ai dormi cette nuit-là comme j'avais l'habitude de dormir avant d'apprendre ce que cela faisait d'être responsable de la météo émotionnelle de quelqu'un d'autre. Profondément, sans interruption, à moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le soleil au lieu de la peur. Mon nouvel appartement avait de grandes fenêtres, de hautes baies rectangulaires de luminosité qui inondaient les parquets. J'ai préparé du café et me suis tenu pieds nus près de la vitre, observant la rue en dessous. Personne ne savait que j'habitais ici, sauf ma famille et 2 amis proches. C'était comme une protection de témoin pour ma vie émotionnelle. Je me suis préparé pour le travail sans faire de bruit autour de l'emploi du temps d'une autre personne. J'ai mis une playlist qu'il détestait toujours, des chansons indie douces qui me faisaient sentir que les choses allaient bien même quand ce n'était pas le cas. J'ai pris le long chemin pour aller au bureau juste parce qu'il faisait beau. À mon bureau, ma patronne est passée. Aurélie, j'ai oublié de te dire hier. La direction a adoré ton travail sur les modèles prédictifs. Ils envisagent de te confier un poste de chef de projet le trimestre prochain. J'ai cligné des yeux. Une promotion déjà ? Elle a souri. Ne sois pas si choqué. Tu l'as mérité. Et ce fut le moment où j'ai réalisé quelque chose d'aigu et de douloureux. Laurent ne m'avait jamais rien dit de tel. Pas une seule fois en 5 ans. Il avait dit qu'il était fier parfois, mais c'était toujours attaché à un mais. Je suis fier de toi, mais tu me manques. Je suis fier de toi, mais ça devient ridicule. Je suis fier de toi, mais tu n'es jamais à la maison. Un soutien avec des conditions, une fierté avec des ficelles, des encouragements seulement quand cela ne l'incommodait pas. Ici, au travail, où personne ne m'aimait ou ne vivait avec moi ou ne connaissait mes histoires d'enfance, j'étais apprécié sans clause. C'était à la fois beau et dévastateur. Au cours des 2 semaines suivantes, ma vie a pris une nouvelle forme. Pas une forme parfaite, pas une victoire triomphale, juste quelque chose de stable, à moi, assez calme pour que je puisse à nouveau entendre mes propres pensées. Mes amis m'ont invité à dîner un soir. Nous nous sommes assis sur le toit d'un bar avec des chaises dépareillées et des cocktails hors de prix. Ils n'ont pas posé de questions sur Laurent avant que je ne le mentionne. Et quand je leur ai raconté toute l'histoire, personne n'a dit « As-tu essayé de lui parler ?» Au lieu de cela, ils ont dit des choses comme « C'était cruel. Tu ne méritais pas ça.
Je suis si contente que tu aies choisi toi-même. L'une d'elles, une amie d'une amie, m'a regardé et a dit, je suis fière de toi. Et elle le pensait. La 3e semaine, Laurent est de nouveau passé à l'offensive. Cette fois, il a essayé de passer par des amis communs. 3 personnes différentes m'ont envoyé des variantes du même message. Laurent a vraiment du mal. Il se sent affreux à cause de ce qui s'est passé. Il veut des explications. Il ne voulait pas te blesser. Peux-tu juste lui donner 5 minutes? J'ai répondu à chaque message avec la même clarté copier-coller. Il a mis fin à une relation de 5 ans par SMS 2 minutes avant ma remise de diplôme. Je n'ai rien de plus à lui dire. S'il vous plaît, ne transmettez pas de message. 2 personnes ont compris. La 3e, une de ses amies les plus proches, a envoyé un paragraphe qui commençait par « tu es sans cœur » et se terminait par « tout le monde fait des erreurs ». J'ai répondu par une seule phrase. Il n'a pas seulement fait une erreur. Il a pris une décision. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cet ami. Le calme de ma nouvelle vie fut interrompu seulement une fois de plus par lui. C'était un mercredi, 3 semaines après mon déménagement, lorsque la sécurité de mon bureau à la Défense appela. Il y a un homme en bas qui dit qu'il a besoin de vous voir, dit le garde. Il prétend être votre petit ami. Je fermai les yeux. Il ne l'est pas, dis-je. S'il vous plaît, demandez-lui de partir. Il refuse. Il dit que c'est urgent. Alors appelez la police. Il y eut une pause. Oh, oui, madame. Il est parti avant l'arrivée de la police, mais non sans avoir fait assez de scandale pour que 2 collègues m'approchent plus tard, me demandant si tout allait bien. Je n'ai pas caché. Mon ex a du mal à respecter les limites, dis-je. Nous nous en occupons. Ma patronne m'invita dans son bureau plus tard dans l'après-midi. Vous sentez-vous en sécurité? Demanda-t-elle doucement. Oui, dis-je, et je le pensais. Parce que la sécurité, j'avais appris, ne dépendait pas de l'endroit où je vivais ou de qui je bloquais. Elle dépendait de la décision que j'avais prise au moment où j'avais tapé. Compris. Elle dépendait de mon choix de me choisir. La semaine suivante, les messages des amis communs cessèrent complètement. Laurent finit par abandonner. Non pas avec grâce, non pas avec compréhension, mais avec épuisement. Il dit aux gens que j'avais changé, que j'étais devenue froide, que j'avais agi comme s'il n'avait jamais eu d'importance. Et ce que personne ne lui dirait jamais en face, c'était la vérité. Je n'ai pas changé. J'ai cessé de me plier. J'ai cessé de m'excuser. J'ai cessé de saigner pour quelqu'un qui utilisait mon amour comme une jauge pour son ego. 6 semaines après l'obtention de mon diplôme, je me suis tenue au milieu de mon petit appartement ensoleillé et j'ai réalisé que j'étais heureuse. Pas extatique, pas amoureuse, pas soudainement guérie. Juste paisiblement, tranquillement, immobile. J'avais 2 diplômes. Une carrière qui prenait enfin forme. Une promotion à l'horizon. Des amis qui étaient là. Une famille qui avait traversé le pays pour me célébrer. Un espace qui était entièrement le mien. Et un cœur qui, bien que meurtri, était indéniablement le mien à nouveau. Quelqu'un m'a demandé récemment, lors d'un rendez-vous décontracté qui s'est terminé par une étreinte polie et sans attente, si je le regrettais. J'ai répondu honnêtement. Non, ai-je dit, je regrette qui je pensais qu'il était, mais la personne qui a envoyé ce message, je ne la regrette pas du tout et je le pensais sincèrement. Laurent m'a dit de considérer ceci comme un adieu. Il s'attendait à ce que je m'effondre. Il s'attendait à ce que je me batte pour lui. Il s'attendait à ce que j'orbite autour de sa gravité comme je l'avais fait pendant des années. Au lieu de cela, je l'ai considéré. J'ai accepté, et ce fut la meilleure décision que j'ai jamais prise.